Les soquettes anti-plane. Bonjour et bienvenue à vous qui nous rejoignez sur Radio Campus 92.1 à Bruxelles ou en stream sur le site de la radio. C'est l'émission dédiée au vélo de Bruxelles, de la Belgique, presque du monde entier, n'est-ce pas Katia? Oui, Comment Clément. tu vas? Ah, je suis contente d'être là. Alors la première bonne nouvelle, c'est que nous sommes en direct. Oui. Du coup, je te vois en vrai. Enfin. Ce n'est plus une émission préenregistrée. Et nous avons la chance d'avoir un invité aussi avec nous ce soir. C'est Paul. De Marc, oui, bien sûr. C'est Paul Vermeulen, architecte urbaniste. Bonjour Paul. Merci d'être avec nous. Donc la deuxième bonne nouvelle du jour, eh bien, c'est que je remarche sans béquille suite à ma fracture du fémur du 31 janvier. 4 mois plus tard, je ne pédale toujours pas, mais hier, je suis monté sur un home trainer et j'ai pédalé dans mon salon. Mais j'ai quand même pédalé, donc voilà, à vous qui venez de vous mettre au vélo, on va revenir sur certains petits trucs qui se sont passés dernièrement, à savoir mon accident, mais aussi pas que, il y en a eu d'autres. Mais restons d'abord sur les bonnes nouvelles, puisque c'est la Vélorussion. Le vélo, enfin, prend la place qu'il mérite dans notre belle cité qui est Bruxelles. N'est-ce pas, Katia, comme nous sommes heureux? C'est la folie. Il y a des cyclistes partout. C'est merveilleux. Non, rien qu'à voir le nombre de cyclistes, on constate qu'il y a clairement quelque chose qui est en train de se faire. N'est-ce pas, Paul? Tu en es témoin aussi? Certainement, je suis aussi un cycliste. Là, aujourd'hui, par prudence, je suis venu en bus. Voilà, peut-être que j'avais raison, il risque de pleuvoir. En fait, c'est souvent suite à un événement tragique ou à des modifications, des nouvelles contraintes que les personnes modifient leurs habitudes. Il y a eu les attentats de Bruxelles qui avaient forcé certaines personnes à se mettre au vélo par peur de devoir reprendre les transports en commun. Donc, malheureusement, heureusement, quand il y a un truc qui est négatif, il y a souvent un revers positif. Et on est là pour en parler ce soir, puisque c'est notre moment, c'est notre époque, c'est la révolution du vélo. Et Dieu sait si on avait senti venir le vent, n'est-ce pas, Katia? On a un peu soufflé, nous aussi, pour qu'il vienne le vent. Oui, on a un peu soufflé, mais aujourd'hui, il n'y a plus de vélos en vente. Les marchands de vélos sont la razzia. Ils sont obligés de fermer pour pouvoir monter les vélos qui sont déjà vendus. Les pièces détachées, il y en a presque plus. C'est simple, il n'y en a plus beaucoup. Pour ne pas dire pas plus du tout. Il y a 2 mois d'attente pour faire son entretien. C'est complètement dingue. Ouais. Et alors, ce qui est encore plus dingue, c'est que moi, je roule à Bruxelles à vélo depuis que je suis ado. J'en ai 41 aujourd'hui. Et à l'époque, j'étais quand même tout seul. Un jour, je dévoilerai peut-être comment je me suis mis au vélo à 15 ans. Et donc, il y a très longtemps de ça. Mais c'est fait plaisir de voir que vous êtes aussi nombreux. Et on a donc plein de bonnes choses à vivre ensemble dorénavant, puisque vous avez enfin compris que la bicyclette est le moyen de se déplacer facilement en ville. Mais vous aurez sûrement aussi appris que le vélo, c'est parfois dangereux, qu'il faut faire bien attention. Donc, on a quelques gamelles à vous raconter ce soir. Parce que même si le vélo a beaucoup d'avantages, comme je vous le disais, eh bien, on est désolé de vous apprendre que notre chroniqueuse adorée Mélo Vélo, qui devait être là ce soir et qui nous accompagne depuis le début de l'aventure des sockets en titane, malheureusement, Mélodie s'est cassé le bras à vélo, et elle va nous raconter ça dans sa chronique qui arrivera dans l'émission. À cause de la commune d'Etterbeek, je tiens à préciser, hein, c'est à Mérode, donc ce trottoir... Direct, tu balances quoi, tu attaques. Oui, mais ça fait des années qu'on demande que ce soit changé. C'est un trottoir avec une petite surélévation qui est super dangereuse. Et là, avec le nombre de nouveaux cyclistes qui sont là, je n'ose même pas imaginer combien vont se casser la figure à cet endroit-là, quoi. Oui, et en plus, avec ces nouveaux cyclistes qui ne savent pas super bien rouler aussi, il faut le dire. Il faut être indulgent avec eux. Bien sûr qu'il faut être indulgent. Mais non seulement il faut être indulgent, mais moi je les félicite et je leur dis merci de préserver notre air et de ne pas s'être mis à la voiture. Non, je les félicite. Et Bruxelles Mobilité, qui a quand même fait une campagne pour pousser à l'usage du vélo. Hein. Tu sais, le hashtag pédalons à fond que Bruxelles Mobilité, Bike for Bruxelles a fait, qui incite tout un chacun à prendre sa bécane.
parce que à vélo, tu ne prends pas une demi-heure à chercher une place de parking, tu es toujours à l'heure, parce que tu ne perds pas ton temps dans les bouchons, tu commences ta journée de travail du bon pied parce que tu as fait de l'exercice. Tu peux faire tes courses aussi avec un panier, il ne faut pas spécialement avoir un vélo cargo. Avec les autres cyclistes au feu. Mais oui, tu peux faire du vélo avec tes enfants, ça te change les idées. Donc, Bruxelles Mobilité, dans sa campagne hashtag pédalons à fond, rappelez bien que le vélo, c'est pas un truc pour nous que écolo convaincus. Non, c'est juste un truc efficace en ville. Ouais. Alors, faut savoir que faire du vélo en ville, ça s'apprend. ProVélo est l'organisme qu'il faut aller consulter pour apprendre à rouler à vélo. Donc, il y a des formations online qui sont données pour apprendre à rouler à vélo avec un enfant dans la circulation. Il y en avait une hier d'ailleurs, hein, le 11 juin, et ça a eu un grand succès, donc ils en font, je pense, une par chaque mois semaine, maintenant. Non, je pense. Je me demande si c'est pas chaque semaine. Peut-être pas, non. Moi, en tout cas, il y en a une par mois. Il y a la bike expérience chaque mois, ça. Alors, la bike expérience, effectivement, ça c'est tous les mercredis du 20 mai au 29 juillet. De 18h à 19h15, il vous est possible d'apprendre les bases de la conduite en ville à vélo. Et en plus, ça se fait de chez vous. Katia, veux-tu bien arrêter de faire du bruit avec ton ordinateur? Et donc, Bike Experience, c'est donc jusqu'au 29 juillet. N'hésitez pas à aller vous inscrire sur leur site ou à envoyer un mail tout simplement à l'adresse suivante info@bikeexperience.brussels. Il n'y a pas de souci, ils sont là pour vous aider à prendre la selle de votre vélo, enfin à vous mettre en selle. Oui, qu'est-ce que... Non, ça va, te venge pas, c'est bon. À prendre la selle, voilà, t'as compris. À vous mettre en selle. À vous mettre en selle. After work aussi, donc le 1er juillet, le mercredi 5 août, également, de 18 à 21h, Bike Experience fait ses after-work pour vous mettre dans le bain du vélo en ville. Il y a des gars qui s'y connaissent et qui sont prêts à vous montrer tous les pièges de la circulation. Voilà, ça se fait donc une fois par mois. Il y a aussi ProVélo qui fait d'autres choses, hein, tu sais bien. Il y a les Mystery Tours, là où ils font sur un thème un tour de Bruxelles. Ouais, plein de balades guidées, ils font tout l'été, quoi. Il y en a une, voir leur site, il y en a une dimanche, 14 juin. Ouais. 20 km, 4 heures de promenade, ça coûte 10 €, on peut réserver jusqu'à la veille au soir. Ça se fait donc la dernière minute et uniquement par téléphone, il suffit de contacter ProVélo. Voilà, ils font aussi des itinéraires personnalisés. Je ne sais pas si tu avais vu ça. Oui, ça c'est chouette pour les néocyclistes. Justement, je dois aller de mon adresse à mon travail. Quel est le meilleur itinéraire? T'envoies tes deux adresses à ProVélo et ils te font un itinéraire sur mesure. C'est génial. Oui, parce qu'il ne suffit pas de les rentrer dans Google. Eux vont tenir des déclivités, des trucs, des chemins les plus agréables. Oui. Hein, sinon, ce serait simple. Je crois que Bike Brussels, ils ont fait un site qui rassemble justement toutes ces initiatives et toutes les informations pour les néocyclistes. Je ne sais pas si tu as l'adresse, mais si on tape Bike Brussels, à mon avis, on va tomber dessus. C'est pédalons à fond, quoi. C'est cette fameuse campagne. Et ça rassemble ces trucs-là de Bruxelles Mobilité. De Bruxelles Mobilité, mais avec ProVélo, ouais. Donc encore merci à vous qui êtes des nouveaux cyclistes de vous mettre dans cette aventure à Bruxelles à vélo. Il y a un vieux monsieur Vittore, qui en 1960 parlait des bienfaits du vélo. Et c'est des archives de l'audiovisuel en France, de l'INA. Donc, et je trouvais ça assez succulent, la manière dont il nous vend la bicyclette. Pendant toute ma vie, je n'ai jamais abandonné la bicyclette. Pendant que mes camarades allaient faire la partie au billard, moi j'allais dans mon lit et le matin à 5 heures, je pédalais sur les routes. Je remplissais mes poumons d'oxygène et j'étais heureux au travail pour le restant de ma journée. Nous, à bicyclette, monsieur, nous marchons à l'horizontale. Notre buste, notre tête est soutenue par nos bras sur le guidon. C'est ça. Là, comme ça. Et les jambes sont libres, et elles tournent, elles marchent, et vas-y la manivelle. Ce ne serait jamais assez de préconiser au monde entier de faire du vélo s'ils veulent avoir une vieillesse dépourvue de toute infirmité. Tout est là. Ah, il avait compris tout, monsieur Vittore. Hein. Il est succulent. J'avais partagé ça sur ma page. Je peux la mettre sur la page des sockets si vous voulez voir. Succulent, monsieur Vittore, qui pense qu'il faut faire un Tour de France pour les vieillards. Donc voilà, c'est très beau le Tour de France, mais il faut aussi que les vieillards soient à l'honneur, et donc il préconise un Tour de France pour les vieillards. Ça, je ne l'ai pas mise, mais elle est aussi magnifique. Alors,
qu'est-ce qu'on est content, nous cyclistes, de voir tous ces beaux néo-cyclistes en train de pédaler. Il y en a un qui est moins content quand même, et il va nous le dire plus tard, c'est Pascal, qui nous fait toujours une chronique un peu piquante. Pierre Bellemare du vélo. Notre Pierre Bellemare du vélo va nous bouffer du néo-cycliste dans la seconde partie de l'émission. Ah non. Mais non, mais c'est du second degré, enfin, j'espère. Bah, comme d'habitude avec Pascal, quoi. Enfin, Voilà. j'ose espérer. On ne sait plus trop à la fin. C'est ça. En tout cas, on est très content de vous avoir avec nous. Katia nous a rédigé une belle chronique, mais est-ce qu'on s'écouterait une petite chanson d'abord, Katia? Oui. Ah, comme ça, on pourra être tout à fait Je peux faire du disposé. bruit avec mon ordinateur. Non, ça va. On préfère que tu te prépares à nous déclamer ta chronique du jour. D'accord. D'accord?
Et vous êtes toujours sur Radio Campus, dans l'émission dédiée au vélo, les sockets en titane. Toujours avec grand plaisir, on vous retrouve que vous soyez cycliste ou pas. Peut-être le serez-vous un jour, qui sait, en nous écoutant. Ou en voyant tous ces nouveaux cyclistes qui parcourent dorénavant nos rues. Katia va nous en parler avant de pouvoir rentrer encore plus profondément dans le sujet avec notre invité du jour, Paul Vermeulen, architecte urbaniste. Katia, c'est à toi. Oui, d'abord je voulais te dire Clément, ce petit générique des sockets m'avait vraiment manqué. J'adore le réécouter à chaque fois que tu reprends l'émission. Voilà. Merci à Bina qui l'a fait d'ailleurs, qui est l'ingénieur du son qui a fait les virgules, les tapis et le générique. J'en profite. Donc moi je vais vous parler un peu de mon confinement et puis voilà, de tout ce qui se passe là. Et j'imagine que je ne serai pas la seule à avoir vécu ce confinement comme ça. 2 mois de confinement. 2 mois pour rester chez soi. D'abord, la panique, la peur du virus, de la mort. Chaque soir, le décompte, les chiffres, les applaudissements. On pense à nos mères, à nos pères, on a peur. On ne peut même pas aller les voir et encore moins les serrer dans les bras. Enfermés chez nous, angoissés mais solidaires. Du jour au lendemain, la ville se vide de ses voitures et de ses bus. Alors, on ouvre la fenêtre et on redécouvre le chant des oiseaux. Alors on les ouvre, ces fenêtres, enfin. Parce que, quelle ironie, le soleil brille comme jamais, jour après jour, confinés, enfermés, alors que le soleil brille, punition suprême dans ce pays trop habitué à la grisaille. Et puis, la bonne nouvelle. Les activités sportives en extérieur sont autorisées et même recommandées. Cite Madame la Première ministre. Le soulagement pour tous les cyclos de Bruxelles et d'ailleurs. Sur mon Strava, chaque jour, les sorties des copains se multiplient. Dans la capitale, bien sûr, mais en dehors aussi. Les jours passent et les distances s'allongent. Je fais comme eux. Je n'ai jamais autant roulé que pendant le confinement. J'enchaîne les sorties. Je redécouvre les environs de la capitale. Je retombe en amour avec le Pajottenland. Chaque sortie est une bouffée d'oxygène, quelques heures volées à l'angoisse et à l'enfermement. Au début, je partage mes sorties en photo sur mes réseaux sociaux. Je veux leur dire à ceux qui ne roulent pas, regardez comme c'est beau, sortez vos vélos, allez respirer, vous videz la tête. Au début, les reproches fusent. On nous traite d'inconscients, d'égoïstes. On a beau expliquer qu'on roule seul, que sur le chemin on ne croise que des vaches et des chevaux. Ils hurlent et insultent. C'est normal, ils ont peur, nous avons peur. Alors, mes sorties, je les garde pour moi et pour les copains sur Strava, qui font comme moi. On roule en secret. Personne ne nous voit, ni sur les chemins de terre, ni sur Facebook. On roule en secret et en silence. Puis, un jour, les consignes sont répétées de façon plus claire. Et là, le ton change. Je commence à recevoir des messages, de la part d'inconnus d'abord. Avec quel type de vélo roules-tu? Où trouves-tu tes itinéraires? C'est vraiment à côté de Bruxelles, cette photo? Je voudrais me mettre au vélo avec les enfants, mais les pistes cyclables que je connais à Bruxelles sont bondées le week-end. Comment faire pour trouver des coins plus tranquilles pour rouler? C'est beau. Où elle a été prise? Elle a été prise où, cette photo? Le vélo comme échappatoire au confinement. Tout le monde veut un vélo, tout le monde veut faire du vélo. Et puis, il y a les copains. Ces mêmes copains qui, quelques jours plus tôt, me traitaient d'irresponsable, m'écrivent à présent pour me montrer la photo du vélo qu'ils viennent de s'offrir et pour me partager la trace de la balade qu'ils viennent de faire. Mon fil d'actualité Facebook commence à se remplir de photos de prairies, de chemins de terre, de sourires d'enfants sur des draisiennes ou des vélos cargo. Mon Facebook renaît, la ville renaît. On savait déjà que le vélo sauverait nos villes. On sait à présent qu'il nous a aussi sauvés du confinement et de l'angoisse. Les semaines ont passé et beaucoup ont repris le chemin du travail. Et c'est munis de leurs nouveaux moyens de déplacement, testés pendant le confinement, qu'ils arpentent désormais les rues de la ville pour rejoindre leurs employeurs. Ça faisait longtemps qu'ils y songeaient à la bicyclette pour aller travailler. Mais ils avaient peur de la circulation, des moteurs qui grondent, de la carrosserie qui fait mal. Mais là, c'est fini, ils n'ont plus peur. Ils n'ont plus peur parce que les voitures sont moins nombreuses. Ils n'ont plus peur parce qu'on leur a fait, en quelques jours, de nouvelles pistes cyclables sécurisées. Ils n'ont plus peur parce qu'on a ralenti la vitesse des voitures dans certains quartiers. Mais surtout, ils n'ont plus peur parce qu'ils sont plus nombreux sur leurs bicyclettes. Ne dit-on pas que l'union fait la force ? Certains jours, ils sont même plus nombreux que les voitures. Alors ils se sentent enfin pris en considération. Et face à cette affluence de véloteurs, les préjugés s'envolent. Fini le mythe du bobo écolo qui chevauche sa bicyclette envers et contre tous les motorisés. Non, ce qu'ils veulent, c'est aller au travail, à vélo.
parce que c'est plus rapide, parce que c'est plus sûr, parce que c'est plus agréable, parce que c'est plus sain, parce que c'est plus économique. Pas forcément parce qu'ils veulent sauver la planète. Sur les vélos, ils sont jeunes ou vieux, riches ou moins riches. Ils portent des shorts ou des costumes, des tailleurs ou des jupettes, des baskets ou des talons hauts. La diversité des véloteurs, comme la diversité de leurs montures, est à l'image de la diversité de la ville. C'est une foule désormais bigarrée qui arpente les rues et les pistes cyclables de la capitale. Pour terminer, je citerai Frédéric Errand, économiste et urbaniste, maître de conférences à l'Université de Lille et auteur du merveilleux et passionnant « Le retour de la bicyclette, une histoire des déplacements urbains en Europe de 1817 à 2050 ». Tous les pays d'Europe sont aujourd'hui engagés dans un mouvement de modération de la circulation et de retour à la bicyclette qui a commencé depuis 35 ans aux Pays-Bas, puis au Danemark, en Allemagne et en Flandre, depuis 25 ans en Suisse et en Italie du Nord, et depuis 10 à 15 ans en France, au Royaume-Uni, en Wallonie et en Espagne. Ce mouvement est même mondial, puisqu'on observe des velléités semblables en Amérique du Nord, en Amérique du Sud et en Océanie. Mais les autorités n'ont pas pris partout la juste mesure des aspirations de la population à renouer avec ce mode de déplacement aux multiples vertus. Les Français, par exemple, évoluent rapidement dans leur rapport à l'automobile et n'ont jamais été aussi favorables au vélo. Ils pressentent sans doute que c'est une vraie réponse aux défis économiques et environnementaux qui attendent les villes du XXIe siècle. Certes pas en se contentant de réaliser quelques aménagements cyclables ici ou là, ou d'inaugurer un système de vélos en libre-service. L'ambition nécessaire est tout autre. Il s'agit pour les villes d'élaborer un système de transport écologique associant marche, vélo, transport public et covoiturage, où la bicyclette joue un rôle charnière en augmentant l'efficacité de la marche, tout en limitant les coûteux investissements en transport public. La réussite d'un tel projet passe cependant par une politique affirmée de modération de la circulation automobile. Certains clament encore qu'une telle politique conduit au déclin économique. Le recul est aujourd'hui suffisant pour constater au contraire que les villes lentes, où le trafic a été calmé, n'ont pas plus de difficultés économiques que les autres. Un environnement urbain apaisé est aussi un facteur d'attractivité. La question ne se pose pas en termes de libre choix du mode de déplacement, comme on pourrait le croire. La plupart des déplacements urbains pouvant se faire autrement qu'en voiture ou en deux roues motorisées, brider un peu les déplacements motorisés n'est pas une atteinte à la liberté de circulation. L'objectif est simplement d'anticiper et de s'adapter au mieux et sans tarder aux évolutions économiques en cours et à l'épuisement des ressources à venir. Ces mutations auront des conséquences autrement plus contraignantes que quelques limites de vitesse, de circulation ou de stationnement. Ce ne sont pas, bien sûr, les plus rétifs qui viendront les premiers au vélo, mais d'abord les plus sensibles à ces arguments, le phénomène se diffusant ensuite progressivement du centre vers la périphérie des villes, des élites urbaines vers les classes moyennes et les milieux populaires. Les plus jeunes ayant moins d'appréhension à se mettre au vélo que ceux pour qui l'accès à la voiture a été une conquête, ce changement se fera aussi à la faveur du renouvellement des générations. Si la tendance est à une convergence européenne et sans doute mondiale des politiques de déplacement urbain, le rôle des autorités locales et nationales est au moins d'être en phase avec cette évolution, en restant attentives et ouvertes à l'actualité. Elles ont ensuite à proposer avec courage et lucidité des politiques cohérentes autour d'une vision claire de ce que peuvent être des villes apaisées et doivent soumettre ces orientations au débat démocratique. Pour éviter de débattre à l'infini sur les moyens d'y parvenir, il faut s'y entendre auparavant sur les objectifs. Adopter le vélo est beaucoup plus qu'un simple choix modal. C'est aussi le choix d'une politique de déplacement plus équilibrée, de finances publiques mieux maîtrisées, d'un mode de vie plus équitable, d'un art de vivre plus convivial. Il s'agit, en somme, d'un choix de société. Of the goddess and the heart of the king. She blessed and she know it, serene when she show it. Jaja fire blazing in the voice when she sing. Her life is invested, her faith has been tested. The fruit of her mission is surrender to the promise of eternal life. Because she know the heights
I see her in my reflection. I recognize her face, but when I focus, I notice she's in another place, and she's smiling and rested, peaceful and free. Makes me wonder if it could be me. Could it be me? Her heart is contented, her lips have repented. Forgiveness is the method that she uses to deal. All her expectations have been tempered by patience, forged like a sword of the greatest steel. Now her days are all splendid, worries have ended. Skillful when deciphering the symbols on the journey to eternal life, because you know the heights. Oh, 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 I see her in my reflection. I recognize her face, but when I focus, I notice she is in another place, and she's whispering something that I wish I could hear. Ooh, makes me want to be there. Of the goddess and the heart of the king. She blessed and she know it, serene when she show it. Jaja fire blazing in the voice when she sing. Her life is invested, her faith has been tested. The fruit of her ambition is surrender to the promise of eternal life, because she know the heights. Oh, I see her in my reflection. I recognize her face. But when I focus, I notice she is in another place, and she's smiling, rested, peaceful and free. Makes me wonder if it could be me. Could it be me? De retour dans les sockets en titane, on s'écoutait ici donc Janine avec son morceau Cool It Be, et juste avant j'avais oublié de dire c'était Smooth and Terrell. Faut quand même citer les artistes qu'on passe, c'est la moindre des choses. Alors on a donc, comme on vous le disait dès le début de l'émission, un invité de marque, c'est Paul Vermeulen. Bonjour Paul, rebonjour. Bonjour Clément. Alors, ça s'est bien passé pour toi cette période? Oui, très très bien. J'ai apprécié la chronique chronologique aussi de Katia qui racontait sa révolution de l'éruption à l'occasion de cette pandémie. Ouais. Merci pour elle. Merci. Hein? Je suis flattée. Non, Paul. Et donc Paul, tu es architecte, urbaniste, tu as vécu à Bruxelles et tu vis encore à Bruxelles, mais tu n'as pas vécu que là, si j'ai bien compris. J'ai vécu essentiellement à Bruxelles, soyons clairs, mais mon métier, ça a été, sur les 4 dernières décennies, j'ai quand même un certain âge, c'était de voyager dans les villes européennes. C'était de découvrir qu'est-ce qui se passe dans les politiques des villes
qu'on met souvent sur le podium, Barcelone, Copenhague, j'ai habité un certain temps, voilà. À Copenhague? Oui, aussi, quelques mois. Enfin, des choses comme ça. Je veux dire, j'ai beaucoup voyagé en Allemagne, aux Pays-Bas. J'ai pas mal travaillé en France, une quinzaine d'années. Donc, je veux dire, ça me donne un peu un horizon de qu'est-ce qui se passe aujourd'hui dans les villes. Et la question de la mobilité est un des points d'entrée, c'est évident, c'est pas le seul. Et on travaille depuis un certain nombre d'années, depuis 4 ans maintenant, au sein d'un think tank, une espèce de cercle de réflexion des urbanistes qui s'appelle For Urban Passion. Donc, c'est déjà un programme en soi, évidemment, autour de la question prospective, des questions prospectives. Donc, pas l'analyse, qu'est-ce qui va plutôt se passer demain? Qu'est-ce qui est occupé à se passer de façon peut-être un peu diffuse, de façon parfois un peu souterraine, et notamment autour de la question de la ville sensible, qui est un peu l'objet de cette invitation. C'est le titre de ton nouveau Alors, livre. c'est un livre, j'ai appris hier que l'éditeur a fini l'impression depuis hier soir, donc j'aurai à disposition dans les prochains jours. Et c'est un petit livre qui est le résultat de 15 contributeurs. Ce n'est pas que moi qui ai tenu la plume, même si j'en ai assuré la direction, et des contributeurs de Rotterdam, de Berlin, de Barcelone, de Paris, de différents endroits qui nous ont fait des interventions sur le thème comment est-ce que la ville se vit aujourd'hui et comment elle est occupée à se transformer en prenant en compte la sensibilité des gens. La ville, ce n'est pas que de la mathématique, des flux de circulation, autant de bagnoles, autant de métro, que sais-je encore. Autant de nafteurs, oui. Voilà, ou la Smart City, qui nous piste partout, qui regarde nos données, qui nous les intègre et qui nous fait une matrice mathématique de ce que nous sommes. La ville sensible, c'est la voix des femmes dans la ville. C'est la voix des gens qui ont peur dans la rue. C'est les gens qui ont envie eux-mêmes de bouger et de créer des espaces publics, des plaines de jeux, des petits espaces potagers, que sais-je encore, d'initiatives, comme on dit, par la base. C'est-à-dire, on n'attend pas une décision du sommet, on le fait nous-mêmes, on n'attend pas. Et tout ce mouvement qui redonne sa place à la sensibilité, au sens, repose sur des valeurs. Et les valeurs, quand j'ai écouté Katia, je me dis, elles sont là. Il y a un changement de valeurs qui s'est opéré, qui s'opère aujourd'hui, qui fait qu'il y a 20 ans, un jeune couple voulait avoir une bagnole, voulait avoir un travail stable, voulait avoir une maison. Et aujourd'hui, on est dans autre chose. Pas tout le monde, bien sûr, mais une grande frange des jeunes veulent autre chose. Ils ne veulent plus être propriétaires, ils veulent avoir l'usage. Ils louent un vélo ou ils louent une voiture, ils sont locataires, ils ne cherchent pas forcément à acheter. Ils sont dans des travaux. Moi, ce qui m'a frappé pendant la pandémie, c'est que le centre de la vie est devenu la maison, l'appartement, le logement, l'habitat plus exactement. Avant, on était séparés, on travaillait à un endroit, on habitait à un autre, l'école se passait à un troisième endroit, on allait faire des courses encore plus loin. Ça, c'est la ville fonctionnaliste. Et aujourd'hui, avec cet accélérateur qu'est la pandémie, on est dans autre chose. Le centre du monde de chacun est devenu son habitat. Il y travaille, il éduque ses enfants, il suit les progrès scolaires, que sais-je encore, il fait livrer, peut-être moins sympathique sur certains aspects, mais il y a un basculement qui est occupé à se faire. Et donc, quand on regarde la manière de faire des urbanistes que nous avions invités, je pense Inès Péborde, c'est un bon exemple. Voilà une franco-haïtienne qui travaille à Rotterdam, et qu'est-ce qu'elle fait? Elle ne fait pas de l'aménagement d'espace public, elle fait du ménagement thérapeutique d'espace public. C'est elle qui emploie le terme. Thérapeutique. Elle dit, au fond, nous, on n'a pas besoin, devant un espace vert, de toujours réimaginer un nouveau monde, de redessiner des plans et des trucs qui vont durer 5 ans, 7 ans avant que quelque chose se réalise. Faisons de la gestion de proximité basée sur les envies immédiates des gens. Alors ça veut dire, dans le parc qu'elle montrait, le parc 1953 à Rotterdam, on s'en fout, il y a des endroits où c'est humide. Et il y avait de l'humidité affleurante. Donc, on ne pouvait pas l'utiliser, cette partie du parc, quand il pleuvait. Eh bien, on aménage et on met une sorte de marais et des plantes qui font que ça devient quelque chose d'agréable.
Un peu plus loin, il y avait un îlot de chaleur, c'est-à-dire des dalles sur le sol qui reflétaient trop la chaleur et qui empêchaient les gens d'aller sur les bancs. Donc on aménage, on met quelques arbres, on met quelques plantations, on met un vélum, des choses comme ça. Et donc on fait de l'aménagement de proximité, du ménagement, je dirais. On fait de la gestion. Isabelle Corten, c'est une spécialiste, une architecte de la lumière. Comment aujourd'hui l'usage de la lumière, plutôt que les poteaux d'autoroute qu'on a le long de nos rues, peut contribuer à donner de la sensibilité à la beauté de la ville, l'espace de la ville, et en même temps donner de la sécurité, puisque c'est aussi une exigence tout à fait légitime. Comment en Berlin on travaille à Kreuzberg, dans le quartier un peu révolutionnaire, si on peut dire, de Berlin, c'est là où tout se passe depuis 30 ou 40 ans que je l'observe, on associe des habitants pour monter des coopératives, pour aménager des espaces qu'on gère soi-même, qu'on gère entre nous, etc. Et comment aujourd'hui la municipalité elle-même encourage cette pratique. Et donc ce sont toutes les leçons qu'on peut apprendre pour Bruxelles, pour Namur, pour d'autres villes, en Belgique, bien entendu, pour dire qu'il y a une autre manière de appréhender la ville. Il faut faire participer, donc peut-être impliquer, j'aime pas le mot participer. Moi, je suis beaucoup occupé de participation citoyenne, mais c'est souvent, est-ce que vous êtes d'accord sur le plan? De toute façon, il n'y a rien à échanger, donc c'est assez simple. Aujourd'hui, on est dans une autre époque, on est dans l'implication. Qu'est-ce que vous voulez faire vous-même? On peut travailler ensemble dans des alliances. Et donc, c'est ce qui se passe à Berlin, ça se passe à d'autres endroits aussi, et notamment aussi à Barcelone, puisqu'on avait là le directeur général de l'urbanisme et du développement qui est venu expliquer comment ils sont rentrés dans une logique d'une ville sans peur, qui n'a plus peur d'oser soi-même faire des choses. Et donc, c'est une toute autre manière de réfléchir la ville. Et puis, deux intervenants encore que je vais esquisser simplement, c'est de dire, évidemment, la sensibilité à la nature, elle est dans nos gènes, elle est très présente dans nos discours, mais dans nos comportements aussi. On a besoin de toucher un arbre, on a besoin de toucher, mettre les mains dans le humus, comme on dit, voilà, ou dans le cambouis, c'est pour certains, mais dans le humus en général. Eh bien, cette manière de réensauvager la ville, de rendre la ville à nouveau sauvage, c'est aussi une question de répondre à des sensibilités, des aspirations ou des valeurs, si vous voulez, qui sont extrêmement présentes aujourd'hui, qui font qu'on est sorti de l'aménagement de la ville par la planification, on fait de l'urbanisme sans plan. C'est ce qu'on appelle l'urbanisme thérapeutique, c'est ce qu'on appelle l'urbanisme tactique. Ça, on est en plein dedans, là. On a plein de vocabulaire là autour, des pratiques. Et notamment, je pense à la rue de la Loi, l'aménagement soudain de la piste cyclable en l'espace d'un week-end. Miracle de la rue de la Loi. Miracle de la Loi. Oh, mon Dieu. Et ce sont des petites choses. Donc on met quelques plots, on met un pot de peinture, on peut faire mieux après, évidemment. Mais au moins, on fait basculer les usages. Oui, parce qu'à Bruxelles, la région avait quand même mis depuis plusieurs dizaines d'années les programmes de revitalisation urbaine que sont les contrats de quartier, avec 4 volets, dont notamment un de participation, enfin un volet social qui inclut une participation sociale par des commissions, des assemblées générales de quartier, et qui ne fonctionne pas malheureusement très bien. Alors, Clément, là, tu me le glisses, je ne le savais pas, mais c'est vrai que je suis l'auteur, l'initiateur des contrats de quartier il y a 25 ans. D'accord. Voilà, donc, sauf que quand j'ai travaillé dans le secteur public, à un moment, j'ai mis ce truc sur pied. Et Miracle, ça existe depuis 25 ans, et c'est toujours perfectible, bien sûr. Mais dans une série de contrats de quartier, il y en a près d'une centaine. Aujourd'hui, ce n'est pas une petite opération. Les villes européennes viennent, ou d'ailleurs, viennent voir comment ça se passe à Bruxelles. Ils sont étonnés, ils ne connaissent pas. Les Bruxellois sont en peine informés. Mais dans la plupart des contrats de quartier, il y a cet équilibre. C'est-à-dire qu'il y a des coalitions entre la commune, qui est obligée de travailler de cette manière-là, la région qui lui dit « je vous donne des moyens, mais vous avez 4 ans pour le faire » et non plus traîner 10 ans ou 15 ans avec des concertations bidons et des choses de ce genre-là. Vous avez 4 ans pour le faire et vous devez impliquer les habitants. Parce que si vous n'avez pas un accord au sein de cette commission locale, eh bien rien ne se fait. Et donc c'est quand même une révolution dans la manière de aménager la ville, de prendre en compte, et donc beaucoup d'espaces publics ou de petits équipements de quartier, genre maison des femmes, maison de bricolage, maison de ceci, de cela, ont pu naître de cette manière-là, parce que c'était des demandes du local, et pas
Voilà, mais donc ça s'approchait de cet aspect sensible de l'aménagement urbain. Exactement. Et au niveau de la co-création, il y a aussi Good Move, non, qui est un processus complètement d'implication du citoyen et qui continue d'ailleurs à faire intervenir les citoyens pour redessiner Bruxelles pour les 10 prochaines années. C'est un super projet. On est dans cette même logique. Good Move, c'est récent. Les contrats de quartier, c'est il y a 25 ans, mais ça continue encore. Et c'est cette logique où on dit on n'a pas une solution qui va descendre du ciel par quelques planologues distingués, appuyés par quelques politiques qui pensent que l'avenir, ça doit être cadenassé. On est dans une société mouvante, flexible, agile, j'aime bien le mot agile, voilà, qui permet aux citoyens de dire on est là, on a aussi des idées, et non seulement on veut que vous nous écoutiez, mais en plus on va le faire nous-mêmes. Et donc là, on bascule dans autre chose, on bascule dans l'implication citoyenne. Mais c'est parfois simplement par les mollets. On n'a pas besoin d'aller mettre les mains dans le cambouis ou dans les bus. C'est simplement, on prend son vélo et on y va. On n'attend pas un ordre quelconque de le faire. Et donc, on découvre les qualités, notamment de la géographie. J'aimais bien quand tu parlais, dans ta chronique, Katia, l'idée d'aller explorer ailleurs. Eh bien, moi, j'ai fait ça aussi, et beaucoup de Bruxellois ont fait ça aussi. On est sorti des limites de la région. On a été voir ailleurs. Avant, c'était impossible de traverser le Ring. En vélo, ou de passer en dessous du Ring, peu importe. Personne... Les routes sont assez dégueulasses, c'est pas très très joli. Et il faut connaître un peu les coins. Heureusement qu'il y a les knooppunten et des choses comme ça pour s'y retrouver. Mais j'ai vu beaucoup de Bruxellois sortir de Bruxelles et explorer parce que c'était calme. On pouvait distanciation sociale, il fallait absolument. Bruxelles était bondée de cyclistes partout et si on voulait un petit peu rouler tranquillement, on est obligé de sortir. Voilà. Alors maintenant, dernier point que je voulais aborder rapidement, c'est quand on parle de sensibilité, il y a aussi les menaces qui sont là, enfin qui ne sont pas simplement théoriques, elles sont déjà actives. On a employé sans arrêt le mot distanciation sociale. Ça veut dire que le lien social dans la ville est occupé à se dilater, à s'atténuer. J'ai la coutume de dire ces derniers temps, il y a 3 moments importants. La marche blanche, il y a déjà un paquet d'années, quelques décennies, où on a regardé de travers les gens qui envoyaient leurs enfants à l'école seuls. C'était mon cas. J'ai envoyé mon fils seul à 8 ans à l'école. Et on dit, mais enfin, il va se faire kidnapper, il va être violé, que sais-je encore. Et ça a créé une première distance. La deuxième, c'est la montée du racisme, avec les points qui est un phénomène très long, avec les phénomènes qu'on connaît encore aujourd'hui, et notamment aussi l'époque des attentats. Et puis maintenant, il y a la raison sanitaire qui s'ajoute à la distance, à la distanciation sociale. Et ce n'est pas par hasard qu'on a employé ce mot distanciation sociale et pas distance physique. Et tu penses qu'il est plus approprié ? Distance sociale, parce que ça veut dire que vous cassez le lien social entre les gens. Oui, c'est très contesté d'ailleurs comme appellation. Vous devez vous méfier de l'un, de l'autre. Si j'ai mon masque... C'est ce qui arrive, les gens sont avec les masques, ils n'osent même pas se regarder dans la rue, ils ont l'impression qu'ils vont attraper le virus en regardant les autres, les gens regardent par terre. Je ne vois pas si Katia a un sourire ou pas, quand elle met son masque, qui n'est pas le cas pour le moment. Voilà, ok. Mais donc, on a cette distanciation, alors que ce qu'on nous demande, c'est de garder une distance d'1,50 m et de mettre un masque. C'est technique, si on peut dire. Mais il y a un vocabulaire qui est là derrière, qui est, je ne dis pas que c'est un projet de mainmise, je ne sais pas quoi, de société totalitaire, que sais-je encore, mais je m'inquiète de la manière dont les relations sociales s'opèrent dans la ville et du fait qu'on va perdre cette sensibilité, la richesse de la sensibilité, de croiser un regard, de voir s'esquisser un sourire, de quelqu'un qui se trouve dans le bus. D'où l'intérêt du vélo pour se déplacer, parce que c'est justement le mode de déplacement parfait pour faire société, justement. Voilà. Et donc faire société, ça veut dire que comment est-ce qu'on peut reconstruire du lien social à partir de chez soi. Et ça, c'est un point un petit peu assez simple, finalement, à faire comprendre. C'est de dire, puisque la pandémie a fait que l'univers central, ou le centre de l'univers, c'est la maison, c'est ça qui s'est passé. 70% des Bruxellois faisaient du homeworking, des choses comme ça, même plus à certains moments. Et ça continue, et ça va continuer. Si le centre est la maison, comment est-ce que je veux recréer de la distance, contrebalancer la distance et recréer du lien?
Et donc, ce qu'on voit, c'est qu'il y a un basculement qui est occupé à s'opérer, notamment dans l'habitat groupé, l'habitat communautaire. Les gens ont envie d'être ensemble, dans des colocations, peu importe le statut des coopératives. Intergénérationnel, notamment. Intergénérationnel, parce qu'on a besoin, l'homme est un animal social, hein, on a besoin de société. Et donc, comment est-ce qu'on peut recréer, à l'échelle de proximité, hein, ces liens. Et donc, on est dans cette logique de la ville de proximité, la ville à 10 minutes de distance, où on trouve tout à 10 minutes, mais aussi comment j'enrichis mon environnement tout à fait immédiat à partir de mon balcon, où je salue à 20h les infirmières et que sais-je encore. Mais on peut aller au-delà, on peut trouver d'autres formules que cette formule un petit peu stéréotypée, et recréer du lien par recréer du voisinage. Prendre contact ou avoir des contacts polis, agréables dans l'ascenseur ou dans la cage d'escalier ou sur le trottoir devant chez soi ou à l'arrêt du bus. Oser parler à quelqu'un à l'arrêt du bus. Qui ose faire ça encore? C'est une conquête importante qu'on doit entreprendre maintenant entre citoyens conscients et acteurs de la ville pour oser parler aux gens dans le bus ou à l'arrêt du bus ou ailleurs. Dans le sas vélo. Voilà, ou à vélo. Oui, mais dans le sas vélo, à l'époque où on était moins de cyclistes, je me sentais plus... je trouvais que c'était plus approprié de dire bonjour aux cyclistes qui, comme moi, faisaient l'effort. Alors que maintenant qu'on est beaucoup, ça devient anonyme, du coup. Le nombre rend la chose anonyme et c'est dommage. Il faudrait lutter contre ça. Ouais. Je trouve pas, justement. Je trouve que, et tu les reconnais souvent, ceux qui s'y sont mis il y a pas longtemps. C'est voilà, tu le vois. Oui, mais eux, est-ce qu'ils esquissent un sourire Mais il faut aller vers eux. Moi, je vais systématiquement vers eux et je souris et je salue. Et après, si le feu dure encore un peu rouge, on papote. Et s'il y a le niveau d'agressivité entre automobilistes, il est élevé, mais entre cyclistes, il est très bas, je dirais. Il est très bas. Il est peut-être un peu trop indifférent à mes yeux, comme les piétons. Ils sont encore un peu trop froids ou refroidis par les mesures de distanciation sociale. Mais ça n'a rien à voir avec le degré d'agressivité qu'on voit dans les bagnoles, où les gens hurlent parce que quelqu'un a osé empiéter sur leur et n'importe qui, je pense même nous, si on se met dans une voiture, il y a un truc qui s'opère, on devient systématiquement agressif. Je ne sais pas ce qui se passe. Dès que, moi, je me souviens quand je roulais en voiture, je n'ai jamais été aussi vulgaire de ma vie quand je roulais en voiture. Ce qu'on veut dire par là, c'est en disant la ville sensible, c'est considérer la ville comme, la rue comme le salon de la ville. C'est-à-dire revenir à cette idée qui a existé, avec des hauts et des bas, de dire simplement la rue, c'est pas un espace de circulation, même un vélo. C'est un espace qui est un salon commun. Et donc toute la thématique des biens communs dont on entend parler de temps en temps, les biens communs, c'est un peu théorique, c'est-à-dire ce qui n'appartient pas à la propriété privée, ce qui n'appartient pas tellement à la collectivité, au pouvoir public, à l'État, les biens entre les deux, sous des statuts nouveaux qu'on appelle les biens communs, devient un moyen important. C'est le potager qu'on a installé de façon un petit peu sauvage ou autorisée sur un espace de trottoir ou un terrain vague. Petite anecdote à ce propos, je ne sais pas si quelqu'un a suivi l'histoire du potager à Scarbeck. C'est un couple de Scarbecquois qui a décidé, ils n'ont pas de voiture, etc. Et étant donné que toute personne qui possède un véhicule a le droit de le stationner sur la voie publique, eux ils se sont dit non, on n'a pas de voiture, il y a une porte de garage devant la maison, on va installer un petit potager communautaire, inviter les voisins à venir planter leurs tomates s'ils veulent. Ils ont fait ça. La commune de Scarbeck les harcèle. Les policiers sont passés plusieurs fois, les agents de quartier, ils ont des menaces d'amende, etc. pour déplacer le truc. Donc lui, il explique très logiquement, mais écoutez, mon voisin, il a le droit de le faire avec sa voiture. Pourquoi moi, je ne peux pas installer un petit potager juste devant chez moi? Qui ça gêne? Vous n'avez pas le droit. Question d'administration, de papier qui doit remplir, etc. Donc, il a proposé d'installer 4 petites roulettes en dessous, parce que, apparemment... Non, parce que ça ne peut pas être fixe. Il faut un permis pour mais il n'y a pas de... fixer une terrasse ou un truc comme ça. C'est pas vraiment une terrasse non plus, tu vois. Donc et là, j'ai vu aujourd'hui la RTBF qui est allée faire un reportage. Ils ont publié un article sur ce petit potager, justement, urbain. Ils ont un compte Twitter et tout. Enfin, je ne me souviens plus du nom. My Little Garden, c'est ça. My Little Garden. Et donc, il raconte son histoire.
et c'est assez intéressant, et c'est justement symbolique de ces fameux biens communs, l'espace Tout à fait. public. Ouais. Et ça, sur les techniques qu'on voit aujourd'hui, on en a tous signé des milliers de pétitions. Ben, aujourd'hui, quand on passe à l'action, on appelle ça de la guérilla urbaine. On fait des petits gestes à la limite de ce qui peut être toléré, admis, etc. Mais on le fait et on s'approprie des choses qui, de façon évidente, sont des biens communs. Voilà, on remet en question la logique administrative par le bon sens, en fait. Voilà. Et donc tu nous parles de cet ouvrage, La ville sensible, qui va paraître d'ici peu et qu'on pourrait trouver dans quelle librairie? Alors dans les bonnes librairies, bien entendu. Bien entendu. Bien entendu, On ne citera pas de nom. Hein. Pas de nom, mais on pense à Tropisme, par exemple. J'habite juste à côté, donc voilà, des choses comme ça. Mais bon, il y en a beaucoup. Qui vont pouvoir, de toute façon, on pouvait le commander aussi par Internet, même si je n'aime pas trop les commandes par Internet. Mais bon, voilà, je pense Allez chez Tropisme, c'est une superbe librairie. Par en exemple, c'est magnifique. Vous pouvez passer par les galeries de la d'autres Reine. excellentes librairies, on ne va pas toutes les énumérer. Mais je pense que c'est un livre, un petit livre, il fait à peine 100 pages, un peu plus, vraiment, c'est très pratique, c'est vraiment 15 cas. Examinés dans les villes que j'ai citées. J'aime beaucoup la table des matières. Il y a des mots qui me parlent tellement. C'est par exemple la rue apaisée, la ville sans crainte d'oser, gérer la rue pour augmenter la sécurité, extension du domaine de la nuit, l'occupation revitalisante. Enfin voilà, et on est en plein dedans, je trouve. Il y a les citoyens, aussi certains politiques qui sont en train aussi. Aujourd'hui, je suis allée à Ixelles. Ils viennent ce matin de piétoniser la rue Saint-Boniface, définitivement. Oui. C'est, chaque jour, je me réveille et poum, j'ouvre mon ordinateur, je lis l'actualité et chaque jour, j'ai une bonne nouvelle comme ça. Un autre matin, c'était la rue de la Loi, soudain, qui... Donc voilà, Il y a 20 ans, c'était des mesures qu'on aurait prises éventuellement, mais au terme de négociations, de palabres, de plans, de contre-plans, la 7e version du plan amendé, machin, personne ne s'y retrouve. Aujourd'hui, par la guérilla urbaine, ce que l'urbanisme tactique, enfin peu importe le terme, c'est on fait de suite. Et les élus sont obligés de faire, parce que s'ils ne le font pas, ben c'est les citoyens qui vont le faire eux-mêmes. Exactement. Et donc on a inversé, pas tout, je ne dis pas que le monde est parfait, que la ville de demain sera parfaite, loin de là, mais on a un nouvel acteur qui ne se contente plus d'être écouté dans des processus de participation qui sont sans doute nécessaires, mais qui menace d'une certaine manière de faire lui-même, parce qu'il ne peut plus attendre 15 ans que quelque chose de simple soit mené. Et ce qu'il demande, c'est des choses simples, petites, pas des trucs énormes. Personne n'attend un deuxième boulevard du centre, piétonnier d'1,5 kilomètre. C'est très bien, ok, c'est fait, moi j'en profite tous les jours, je trouve ça très agréable, mais on attend de faire immédiatement des choses. Et c'est ça la ville sensible, c'est ça le fait que aujourd'hui les gens votent avec leur mollet, j'allais dire d'une certaine manière, et ça donne la dynamique des changements possibles. On parlait des pistes cyclables rue de la Loi qui sont comme un symbole de quelque chose. Malheureusement, j'ai presque l'impression que ce symbole, il est récupéré politiquement parfois, parce que certains cyclistes trouveraient qu'une piste cyclable bien aménagée dans la parallèle à la rue de la Loi fonctionnerait tout aussi bien, mais on n'aurait pas les pots d'échappement de toutes les voitures embouteillées. Et que, en fait, on la met là parce que faut que ça soit visible, faut créer un précédent. Mais en fait, la même piste cyclable dans la rue parallèle à la rue de la Loi, elle fonctionnerait bien mieux. On y serait plus calme, nous, cyclistes. Je pense aussi que c'est pour une question de réduction de, la question de l'évaporation du trafic. Plus tu fais de place à la voiture, plus il y aura de voitures. Et donc forcément, ce genre de grosses autoroutes urbaines, la rue de la Loi, c'est quand même 4 voies de circulation. C'était 5 voies ou 6 voies à l'époque, je ne sais plus. Enfin, là, t'exagères, on n'est pas en Californie, mais oui. C'est pas loin. C'est pas loin, c'est vrai. 5, Allez, possible. Et ça vomit tout ce trafic qui vient dans de Bruxelles, dans la ville, en plein cœur de la ville. C'est plus possible parce qu'on n'a plus cette place. Plus on fera de place à la voiture, plus il y aura de voitures. Et si on veut réduire
comme c'est la tendance actuellement, le volume de véhicules dans la ville, il faut absolument réduire le nombre de voies de circulation. C'est logique. Mais ce qui a montré, la pandémie a aussi montré que des choses étaient possibles. Tous les jours, en temps normal, on a 300 000 voitures qui rentrent dans Bruxelles. Hein? Donc il faut imaginer rue de la Loi, mais pas que la rue de la Loi, le Stahl, enfin bon, peu importe où, on s'en fout. Mais partout, il y a cette invasion de 300 000 voitures. Et 1,5 million de nafteurs. Et 1,5 million de nafteurs en tout. Hein. Absolument. Donc on est vraiment dans des chiffres énormes. La pandémie a montré que c'est possible. Bien sûr, tout n'est pas parfait dans la pandémie. On peut la regretter, c'est évident. Cette pandémie, c'est une menace pour tous les gens qui en ont souffert. Et je pense aussi aux gens qui en sont décédés. Mais au moins, ça a montré qu'il y avait des pistes possibles. Qu'il est possible de changer le comportement. Et je pense que aujourd'hui, c'est déjà acquis dans les mœurs, si on peut dire, que le travail à domicile, le téléworking, ou d'autres espaces sur lesquels je vais revenir, permettent de réduire les besoins de circuler. Et ça, c'est le paradigme nouveau. Ce qu'on a vu à Amsterdam, ce qu'on a vu dans d'autres villes que j'ai citées, hein, c'est qu'on travaille non pas à résoudre des problèmes de mobilité, bagnole contre vélo, contre piétons, contre train, contre bus, que sais-je encore. Mais on travaille dans la perspective de réduire les besoins de se déplacer. Ça, c'est la politique nouvelle qui est encore très peu présente à Bruxelles. Je vais prendre un exemple parce qu'il est très parlant. Amsterdam, depuis 5 ans maintenant, travaille à implanter dans chacun des quartiers, il y en a une bonne 150, hein, un Smart Work Center. Un Smart Work Center, c'est simplement un espace qui est à la fois, il y a beaucoup de choses, un espace de télétravail, de coworking, c'est aussi un dépose-minute pour déposer ses courses ou faire livrer, c'est forcément une modalité, vous allez trouver des voitures à louer, des vélos à louer, que sais-je encore, et des transports à proximité. C'est tout un ensemble de services qui font que quand je me rends dans mon Smart Work Center, je n'ai plus besoin de me déplacer à tout moment. Ouais. Et donc là, je peux travailler 1 heure, je peux me faire livrer des choses, que sais-je encore, déposer mes enfants dans une espèce de garderie, des petites garderies momentanées, maximum 1 heure. Ça réduit le nombre de déplacements. Et ça réduit le nombre de déplacements. Et donc, à Amsterdam, c'est la seule ville d'Europe où, dans le centre, on a réduit de 20% la mobilité. Donc on est dans autre chose, on ne calcule plus le nombre de voitures, on dit mais chacun des besoins de déplacement, est-ce qu'on peut le réduire? Donc c'est mieux de le faire à vélo qu'en voiture, on est bien d'accord, mais c'est aussi une qualité de vie qu'on dégage. Je veux dire, ok, si j'ai une ville de proximité où tout se trouve à 10 minutes à pied, et spécialement dans mon Smart Work Center, je gagne en qualité de vie. Et ce que les jeunes, nous aussi d'ailleurs, on dit, hein, on a envie de gagner la qualité de vie, plutôt que de perdre son temps dans des embouteillages. Je pense que ça aurait été effectivement un des bienfaits du confinement, c'est que beaucoup de gens, il y a des enquêtes qui ont été menées d'ailleurs, sur les opinions des gens, sur ce qui sont... dans quelle mesure ça leur fera changer leur comportement après, une fois le déconfinement. Et les gens se rendent compte, en fait, du gain en qualité de vie qu'ils ont eu, parce que moins de déplacements, forcément. Ils ne devaient plus se rendre au travail. Je pense en particulier aux nafteurs, évidemment, qui quand même passent parfois plusieurs heures par jour dans leur voiture ou dans les transports. C'est pas gai, quoi. Donc, et effectivement, les employeurs aussi, ça leur aura permis de découvrir qu'il est possible, on peut faire confiance à ces salariés pour faire du télétravail et donc réduire effectivement le nombre de déplacements nécessaires en permettant... C'est ça, c'est une question de confiance de l'employeur, souvent, qui ne voulait pas avant de se permettre le télétravail, qui en fait se rend compte que ça marche. Et tout le monde est heureux parce que les employés sont plus productifs. Eux ont une qualité de vie améliorée. L'employeur est plus content parce qu'il y a moins de jours de maladie. Donc, c'est tout bénéfice pour tout le monde. Les gens des villes sont contents aussi parce que du coup, il y a moins de nafteurs. Ouais. Donc, je ne dirais pas que tout est parfait parce que quand vous interrogez les gens qui font du télétravail, ils travaillent 2 heures de plus. Ah bon? C'est ça qui se passe, oui? Je dirais aussi. Mais parce que c'est aussi, comment dirais-je, le sentiment de devoir bien faire, et machin. Et les télétravailleurs travaillent en général plus que s'ils étaient dans les bureaux eux-mêmes.
Bon, il y a des formes de contrôle social qui ne sont pas tout à fait... il y a un manque de respect et une pression qui mène au burn-out. Le nombre de burn-out dans les télétravailleurs, les postes à responsabilité est plus important. Donc, je veux dire, tout n'est pas parfait là-dedans. Mais je pense que c'est une direction où si on gagne en qualité les 2 heures de déplacement qu'on faisait quand on faisait la navette, machin, je sais pas quoi, on gagne en qualité. Peut-être que du côté du monde du travail, on doit prendre conscience davantage de ce qu'on peut revendiquer en termes de travail plus motivant, de travail plus autonome et plus responsabilisant, de façon à pouvoir avoir un meilleur équilibre de vie, en ce compris dans le travail, un travail responsabilisant et non plus les bullshit jobs qu'on connaît, où on fait, ou les nouvelles formes d'esclavage. Moi, je suis très frappé par les nouvelles formes d'esclavage. Ce sont les livreurs à vélo ou peu importe. Enfin, pas tous. Les livreurs à la style livreur de bouffe, quoi. Oui, c'est ça. Pas les vrais coursiers. Oui, Uber Eats, machin, blabla, enfin, tous ces les grosses trucs-là, plateformes. enfin, ces trucs-là, ce sont des esclaves aujourd'hui. Il faut quand même le savoir. Et personne n'a l'air de trouver ça tout à fait scandaleux. Moi, je m'indigne parce que quelque part, ça veut dire que les plus démunis, sur différents plans, formation, autonomie, capacité de prendre leur vie en main, sont dans des formes de nouvel esclavage. Et donc, voilà, moi, j'incite les gens à ne pas faire appel à des plats livrés à domicile, parce que je trouve que c'est vraiment une exploitation qui, moi, me choque beaucoup. Mais c'est un peu en dehors du sujet. Non, parce que c'est des gars qui roulent. Non, parce que c'est des gars qui roulent à vélo. Et de toute façon, on avait commencé par féliciter ces nouveaux cyclistes qui, c'est pas seulement en fait parce qu'ils prennent leur vélo, mais c'est parce qu'ils permettent une nouvelle vision de la ville. En prenant tout simplement un vélo. C'est un premier acte vers ça. Moi, pendant le confinement, c'est incroyable, mais le nombre de mails... Je reçois régulièrement via ma page Facebook, par exemple, de la nomade sédentaire, des messages, beaucoup de femmes, majoritairement des femmes, parfois des hommes aussi, mais c'est surtout des femmes qui m'écrivent, qui veulent se mettre au vélo, qui me demandent des conseils, etc. Je n'en ai jamais reçu autant que pendant le confinement, c'est incroyable. Et depuis le déconfinement, on me demande pour les itinéraires, pour le type de vélo, et les balades que je faisais. Et j'ai fini par écrire d'ailleurs un article sur mon blog pour expliquer comment confectionner un itinéraire vélo simplement, parce que c'est des choses qu'on ne sait pas. Moi-même, je l'ai appris avec les rencontres que j'ai faites. Mais voilà, et elles se rendent compte de tout ce qu'il est possible de faire, effectivement. On ne soupçonne pas, avant de s'être mis au vélo, de tout ce que notre corps, en fait, peut faire pour nous déplacer. Moi-même, tu le sais, Clément, j'ai roulé en voiture pendant longtemps, même si j'ai grandi sur un vélo. Et au début, je me souviens, quand j'ai fait mes premiers 5 km, j'étais toute fière. Puis après, ça a été 10, 20. Aujourd'hui, j'en fais 100 sur une journée. Mais jamais, tu m'avais dit ça il y a 5 ans, jamais j'aurais cru que j'étais capable de ça. Et les femmes sont en train de découvrir, et les autres néocyclistes aussi, découvrent à quel point leur corps peut les porter. Et moi, j'encourage toujours, parce que très souvent, majoritairement les femmes songent directement au vélo électrique parce qu'elles pensent que elles n'auront pas la capacité physique de le faire. J'encourage toujours, au lieu d'investir directement des grosses sommes d'argent, parce que ça reste quand même très cher, dans un vélo électrique, j'ai dit essaye, va acheter un petit vélo d'occasion pour 50 €, t'as un chouette petit vélo, faut pas donner très cher. Essaye. Et après, tu verras si effectivement tu as besoin d'un électrique. Et très souvent, elles continuent avec le vélo musculaire parce qu'elles se rendent compte que ça va très vite, qu'on se muscle très vite. Je voulais juste faire une petite réflexion, c'est aussi parce que, comme j'ai beaucoup voyagé, je me suis souvent posé la question, mais qu'est-ce qui fait que Bruxelles a un tel retard? Pas que Bruxelles, les villes belges en général, ou les villes françaises, parce que tu le disais dans un texte d'un ami, Frédéric Errand. Mais la France a un retard gigantesque. C'est à peine... je pense qu'en tout cas, en Flandre, on est loin au-delà de ce qui se passe en moyenne en France. Qu'est-ce qui fait qu'à Copenhague, qu'est-ce qui fait qu'à Münster, qui est la capitale du vélo en Allemagne, on atteint des niveaux comme ça, aussi extraordinaires, où plus de 35% des déplacements se font à vélo, et c'est naturel, tout est facile, etc. Mais qu'est-ce qui fait le retard à Bruxelles, ou à Anvers, ou à Namur, peu importe, ou à Liège? C'est difficile à expliquer. Et c'est difficile à expliquer, sauf ceci.
Je ne pense pas que ce soit l'éparpillement des compétences. Je ne crois pas ça du tout, parce que moi, j'ai travaillé à Copenhague, j'ai travaillé dans des villes européennes, peu importe. L'éparpillement des compétences qu'on appelle des spaghettis ou le lasagne institutionnel, c'est encore pire ailleurs. Faut pas faire, c'est vraiment du grand n'importe quoi de raconter ça. Par contre, ce qui me paraît assez intéressant, c'est qu'à chaque fois dans ces villes, il y a des coalitions qui se mettent sur pied avec un leader. Je ne vais pas citer de nom parce que ce n'est pas l'endroit, mais les maires de Berlin, les maires d'Amsterdam, de Münster, pour prendre les villes que je citais, à Barcelone, la même chose, sont des gens qui ont une vision et qui arrivent à fédérer des gens autour d'eux, en ce compris des entreprises, la chambre de commerce, que sais-je encore, et ils font partager cette vision. Et donc, depuis 10 ans, 15 ans, ils travaillent, ou 20 ans à Amsterdam, ils travaillent sur cette vision, alors que nous, on est souvent embarqués dans de la planification. On a vu les plans Iris pour venir à Bruxelles, un successif, il y en a eu 3 ou 4, je ne sais plus combien, qui n'ont donné aucun résultat, parce que c'était une vision venue du haut, top-down, comme ça. Et aujourd'hui, Good Move, on s'inscrit enfin, avec 10-15 ans de retard, dans une dynamique qui est celle des pays nordiques que je cite rapidement, qui est de dire, c'est en partant des besoins et des aspirations, des valeurs, c'est un synonyme si on peut dire, qu'on peut construire des politiques partagées. Et c'est une toute autre approche, et je pense qu'effectivement, on est au début d'une évolution assez importante pour aller prendre en compte cette sensibilité à des changements qu'on a envie d'avoir, où on a envie d'explorer son corps. On se dit, tiens, mais oui, je suis capable de faire 10 km à vélo sans électricité, c'est tout à fait possible, etc. etc. quoi. Merci Paul Vermeulen d'être venu dans notre émission Les Sockets en titane. On va passer une petite note de musique et après on a encore la chronique de Pascal, mais juste avant celle de Mélo Vélo qui va nous expliquer comment elle s'est cassée la figure. Like the wind blowing through your hair. Well, come on, roll with me till the sun goes down. Texas sun. Say you wanna hit the highway for the engine roars. Well, come on, roll with me till the sun goes down. Texas sun, oh yeah. Texas sun, caressing you from Fort Worth to Amarillo. Well, come on, roll with me till the sun dips low. Texas sun. Texas sun, oh girl. Texas sun. When I'm far from home and the cold winds blow, stuck out somewhere, the folks I don't know. 'Cause you keep me nice and you keep me warm. Wanna feel you on me, can't wait to get back. Texas sun. Texas sun. Texas sun. Texas sun.
say you like the wind blowing through your hair. Well, come on, roll with me till the sun goes down. Texas sun, Texas sun. Oh, baby, you're so gorgeous. How about you and me? Take a little trip in the big body. Take a ride with me, babe. You by my side. How does it sound? You and I. Oh, girl. Take a ride with me, babe. You by my side. How does it sound? You and I. Baby. Oh. Take a ride with me, babe. You by my side. How does it sound? You and I. Hello, bonjour à tous, c'est Mélo Vélo. Alors, j'espère que vous allez tous bien, les amis. En tout cas, pour ma part, c'est un plaisir de vous retrouver à l'antenne un vendredi par mois pour vous raconter nos aventures à Bruxelles et surtout pour parler de sujets d'actualité. Alors, cette semaine, un sujet qui est assez intéressant et dont tout le monde parle, c'est de nouveau et toujours cette révolution du vélo à Bruxelles et dans toutes les grandes villes. Alors moi, ce que j'ai constaté déjà, c'est qu'on est de plus en plus sur la route. En tout cas, les jours où j'ai dû me rendre au boulot, j'ai remarqué qu'on était de plus en plus. Et c'est vrai que sur les grands axes, la place pour le vélo commence à se réduire. Enfin, elle commence pas à se réduire, mais comme on est de plus en plus, c'est vrai que parfois on est un petit peu serré. Mais heureusement, et ça je pense que c'est une grande qualité des cyclistes, c'est que la plupart d'entre vous, d'entre nous, on est assez cordial. On est assez cordial entre nous et donc il y a de moins en moins de place. Je sens qu'on a envie de partager la route. Et ça fait du bien. En tout cas, je sens beaucoup de sentiments positifs à l'égard des autres cyclistes qui sont avec moi au même passage pour piétons ou quoi, et très peu d'animosité. Et je pense que c'est important de ne pas se sentir oppressé et surtout, c'est important que tout le monde trouve sa place. Alors, la question qui fait débat, c'est évidemment, est-ce que tous ces élans vers le vélo, en tout cas vers la mobilité douce, est-ce que c'est éphémère ou est-ce que c'est éternel? Moi, j'y crois. J'espère que votre engouement, à vous, les nouveaux cyclistes, il ne va pas s'estomper. Et que passer l'été, même quand ce sera l'automne et que, j'avoue, il pleuvra, mais un tout petit peu, je vous assure. Il s'agit juste d'être bien équipé quand il commence à pleuvoir. J'espère qu'à ce moment-là, vous serez toujours avec nous sur la route. Et quelque chose qui me tient à cœur, et je pense qu'on ne le rappellera jamais assez, c'est que quand on roule à vélo, c'est vraiment important d'être prudent et de respecter le code de la route. Rouler à vélo, en soi, c'est pas dangereux. Mais si vous ne vous sentez pas à l'aise de rouler en ville, sachez qu'il y a de nombreuses initiatives qui sont en train de se développer et de voir le jour sur le territoire de Bruxelles-Capitale pour aider les adultes à rouler et apprendre à rouler en ville surtout. En premier, évidemment, je vais citer Bike Experience Bruxelles, qui s'est adapté depuis le début du confinement et propose une formule en ligne avec des formateurs qui répondent à vos questions et qui vous donnent quelques trucs et astuces. Ensuite, je vais citer la ville de Bruxelles qui propose aussi des cours pour adultes et pour apprendre à rouler en ville. Ça, c'est deux initiatives que je cite, mais il y en a énormément, que ce soit des ASBL, notamment sur Molenbeek, ou d'autres ASBL à XL qui proposent ce genre de service, qui proposent ce genre d'initiative. Alors, qu'est-ce qu'il faut retenir de ce genre d'initiative? Moi, je crois que ce qui est important à retenir, c'est que rouler en ville, quand on n'a pas l'expérience, ça peut être dangereux. Et ça peut faire peur. Et aussi, je pense que ce qui est important, c'est aussi de se rendre compte que le danger ne vient pas simplement des autres. Parfois, ça peut être un mauvais entretien du vélo, un mauvais revêtement du sol ou simplement le fait qu'on n'ait pas fait attention.
Et d'ailleurs, pour parler du fait qu'on ne fait pas toujours attention et qu'on n'est pas toujours prudent, je vais vous raconter une petite anecdote. Je me suis acheté un vélo il y a 15 jours, on va dire, même pas. Et c'est un nouveau vélo de route, ce qui fait qu'effectivement, j'ai des roues qui sont un peu plus fines, on va dire. Et donc voilà, moi, pour ceux qui me connaissent, qui me suivent, j'ai l'habitude de faire du vélo uniquement pour mon vélo taf ou pour mes déplacements. Mais je me considère pas comme une cycliste dans le sens où j'ai pas cette habitude de prendre mon vélo le samedi ou le dimanche et d'aller rouler 40 km, 20 km juste pour le plaisir. Mais c'est vrai qu'en ayant testé mon vélo là pendant 2 semaines, j'ai découvert une nouvelle pratique du vélo et ça m'a donné envie de sortir et je vais pas dire devenir une cycliste professionnelle, mais en tout cas de commencer à découvrir Bruxelles autrement, les alentours de Bruxelles autrement et de rouler plus pour le plaisir. Donc samedi passé, je me suis dit, bon allez, tu sais quoi Mélo, prends ton vélo et va faire un petit tour. Il pleuvait pas, il faisait bon. Donc je me suis dit, j'ai pris mon vélo et j'ai démarré. Sauf que j'ai même pas fait 2 km. Pour ceux qui connaissent, je suis arrivée vers le rond-point du Cinquantenaire, sur l'avenue de Tervuren qui va vers Oluwe. Et à cet endroit-là, il y a un passage pour piétons et un passage cycliste et ensuite un trottoir partagé. Et sur ce trottoir partagé, il y a une toute petite bordure, toute petite. Moi, j'ai pas fait attention. Je roulais pas vite du tout parce que c'est un trottoir partagé, donc il y a beaucoup de piétons à cet endroit-là. Et en plus, c'était un samedi, donc c'est un lieu d'affluence. Donc du coup, je roulais pas très vite. Mais même en roulant pas vite, je me suis étalée tout le long. Donc en fait, mon vélo n'a pas pris la bordure et donc moi, j'ai sauté au-dessus. Et donc, je me retrouve avec le bras cassé, une belle attelle et plus de vélo pendant au moins 1 mois. Et le comble dans l'histoire, c'est que juste quand je me suis relevée, 2 secondes après, il y a un type qui est passé avec son vélo et qui s'est étalé pareil comme moi tout le long. Sauf que lui, je pense qu'il a eu un peu plus de chance que moi parce que 2 secondes après, il est remonté sur son vélo et il est parti. Ce qui est bien, c'est que les passants étaient hyper réactifs. Tout le monde, les gens m'ont rapidement entouré, demandé si j'allais bien et tout ça. Donc, c'était très rassurant. Et pourquoi est-ce que je vous raconte cette histoire ? Tout simplement pour vous rappeler que malgré votre engouement pour le vélo, je vous encourage vraiment à être attentif, à être prudent sur la route et surtout à des endroits comme ceux-là où c'est un trottoir partagé. Donc ça veut dire que le revêtement du sol n'est pas forcément adapté à tout type de vélo. Enfin voilà, heureusement pour moi, plus de peur que de mal, mais en tout cas c'est une bonne leçon et je ferai 2 fois plus attention. Et voilà, je vous retrouve dans 1 mois. Faites attention à vous, continuez à rouler à vélo et soyez prudents. À bientôt. Non, il va pas. Donc voilà, on vient d'entendre la mésaventure de Mélodie et on lui souhaite... À Mérode. C'était à Mérode ? Oui. C'était pas plus bas, près du C'est musée à du tram ? Mérode. Non, j'ai rien compris. Mérode, non, mais en tout cas, on s'en fiche. Etterbeek. On lui souhaite beaucoup de courage et un prompt rétablissement. J'espère qu'elle nous reviendra en pleine forme. Et je fais de même pour Thomas Soufflant, qui était censé venir nous parler de son métier de coursier. Dioxyde de Gambette. Parce qu'il il travaille pour Dioxyde de Gambette. Il était aussi censé nous parler de la fédération, de la Belgian Logistic Cycle Fédération, qui donc rassemble plusieurs boîtes de coursiers de Bruxelles et même pas seulement, non, belges. Et donc il n'est malheureusement pas là parce qu'il a eu aussi un accident de vélo aujourd'hui, il s'est cassé le poignet. Donc le vélo reste dangereux même pour les plus avertis d'entre nous, mais voilà, les aménagements comme pour Mélodie, le bête petit trottoir a suffi, comme moi, mon fémur c'est à cause d'une bordure qui n'était pas bien aménagée, j'ai perdu le contrôle, voilà, ça fait 4 mois que je suis en rééducation à cause d'une bordure mal aménagée, et d'une piste cyclable qui par hasard tourne alors qu'elle est censée continuer. Voilà, bon, donc il y a encore des choses à faire. En tout cas, on souhaite à Thomas et à Mélodie vraiment de tout notre cœur de se rétablir le mieux qui possible. Courage. Ah oui, courage à eux. Franchement, je sais ce que c'est vraiment pas facile. On va s'écouter la chronique de Pascal, puisque il est déjà 19h20 et que dans 10 minutes à peine on rend l'antenne et on la rend pas à n'importe qui, puisque c'est le WhatsApp, l'émission qui met le feu tous les vendredis soirs.
Eh bien, le morceau de la chronique de Pascal ne passe pas. Merci Pascal. Bravo Pascal. Merci Pascal. J'adore ton format de truc qui est censé passer. Donc il parlait des néocyclistes, on peut en parler à sa place. Attends, je sinon, pense que je vais y arriver. Je vais juste brancher mon portable et je pense qu'on va y arriver. Je vous mets juste une petite chanson. Ouf, ouf. Petit problème technique. Amis cyclistes, bonjour. Enfin, amis. Certains d'entre eux s'entendent, car je me refuse à cet exercice de positivité à tout prix qui consiste à considérer quiconque roule à vélo comme un ami ou un allié objectif. En fait, je dois bien vous avouer que je suis en général à deux doigts d'avoir le comportement opposé vis-à-vis des cyclistes. Je ne supporte pas qu'on me dépasse, je regarde le vélo des autres cyclistes avec un regard méprisant dans la plupart des cas, je râle sur ceux qui passent au rouge, je me moque de ceux qui ne passent qu'au vert. Un garçon charmant, en somme. Et c'est alors que j'étais dans cet état d'esprit un peu ronchon que Clément m'apprend que le thème du jour pour l'émission est les nouveaux cyclistes. Je lui propose d'emblée deux alternatives. La première, l'avènement du cyclisme dans le Bas-Quercy au XVe siècle, ou bien une petite chronique, langue de pute. Voici donc aucune information sur l'histoire du cyclisme. Nouveaux cyclistes ? Je me doute bien que nous parlons ici de ces corps de cyclistes qui étaient supposés envahir les pistes nouvellement créées lors du confinement, les coronapistes. Rien que le mot m'arrache la gueule, je suis désolé, mais je n'aime pas non plus les idées cadeaux, les chèques repas, les vélos taffeurs, etc. Enfin, j'ai du mal avec les substantifs qui sont liés par un trait d'union.
Des pistes nouvellement créées, donc, je dirais, sur l'autel de la naïveté qui consiste à croire qu'une prise de conscience aurait eu lieu pendant le confinement sur des questions comme la mobilité, la pollution, le vivre ensemble, etc. Ma crainte, désolé pour l'enthousiasme et l'ambiance, c'est que ce sera comme avant, mais en pire. Maintenant que nous avons tous compris que la Vélorussion n'est pas pour demain et que certains de ces pistes ne seront déjà plus là lors de la prochaine émission, probablement, laissez-moi vous faire part de ce que je pense de ces nouveaux cyclistes. Je veux dire les vrais nouveaux cyclistes, ceux qui se sont mis vraiment au cyclisme, ceux qui roulent vraiment à vélo, mais depuis peu. Je vous parle pas ici de ceux qui se rendent quotidiennement au travail à vélo ou de ceux qui le sortent lors de la journée sans voiture. Non, je vous parle de ceux qui sont passés récemment du kit cycliste au groupe Shimano, de Tiger Woods à Chris Froome. Je vous parle ici de ceux qui nous font dire « Cycling is the new golf ». Dois-je traduire? Rappelons 2-3 évidences. Les nouveaux cyclistes sont des managers, des médecins, des avocats, des comptables, des agents immobiliers. Mais comment se fait-il, me direz-vous, que cette catégorie socio-professionnelle soit si majoritairement représentée? Une piste intéressante est celle évoquée par Max Levchin. Si vous ne le connaissez pas, n'essayez pas de le trouver sur cyclingstats.com, c'est le cofondateur de PayPal. Il est membre du board de Yelp notamment. Et selon lui, alors que le golf est le sport de prédilection des young professionals, on se promène lentement, tout en devisant, en tapant la baballe, tout en se persuadant qu'on fait du sport. Eh bien, le cyclisme fait une entrée en force dans les habitudes de ces jeunes yuppies, car il est quantifiable. Qui ne connaît pas aujourd'hui son rythme cardiaque au repos, son nombre de pas quotidiens, son taux de masse grasse, ses kilomètres parcourus sur les 3 dernières années, etc. C'est le règne de la montre connectée, du capteur de puissance, de Strava, n'en jetez plus. Autre aspect de la question, il faut bien admettre qu'aujourd'hui, il n'est plus rare de voir des kits vendus à près de 500 €, le petit jersey, le cuissard, 50 € la petite chaussette qui va bien avec, etc. Et je connais plus d'un cycliste à côté de ça dont la facture du vélo est à 5 chiffres. Le vélo devient dès lors un symbole de statut, en fait, et cette recherche de statut, induite par le capitalisme moderne, a les conséquences suivantes. Le cyclisme devient esthétique, élitiste, matérialiste. Essayez donc de vous faire accepter dans un groupe de cyclistes du dimanche avec votre vélo du Cora et votre kit Décathlon. Je connais plus d'un club à Bruxelles où vous seriez regardé d'un drôle d'air, celui du mépris. Il est plus facile d'obtenir sa carte à l'année au Léopold que dans certains groupes de cyclistes bruxellois. Et les regards que s'échangent les cyclistes au départ des courses et des brevets tiennent parfois plus de l'ambiance Fashion Week à Paris que de la réunion annuelle des maquignons de Tollenbeek. Historiquement, le cyclisme est un sport populaire, voire prolétaire, qui a permis à de nombreux cyclistes de surmonter les difficultés que la pauvreté impose parfois à la vie. Et j'en ferai le sujet d'une de mes prochaines chroniques, c'est promis. D'ici là, mesdames et messieurs, la lutte continue. Tiens, au fait, quelqu'un m'a dit que si le Tour de France avait finalement bien lieu cette année, eh bien, il paraît qu'il y aurait peut-être un noir dans le peloton, peut-être même 2. Mon conseil, laissez-les respirer. Allez, à la prochaine. Merci Pascal pour cette chronique qui a démonté toute notre émission. Hein, voilà, c'est la minute du grincheux, Pascal, mais comme toujours, savoureux à souhait. Merci Katia, merci Paul d'avoir été à l'écoute, d'avoir été présent, et à tous nos auditrices et auditeurs d'avoir été à l'écoute. On rend l'antenne malheureusement, mais aussi avec plaisir puisque l'émission qui suit est tout à fait sympathique. Allez, à dans un mois. Merci à tous. Bonsoir. Ciao. Salut. Salut. Faites du vélo.